Bonjour Jean-Antoine, merci Bonjour. infiniment de nous accueillir dans votre bureau ici au Palais des Nations de l'ONU à Genève. On est très heureux d'être là avec l'équipe pour parler de votre parcours plutôt impressionnant puisque vous avez commencé en tant que copilote. Ensuite, vous êtes devenu champion du monde copilote des rallyes en 1981. Vous avez été patron d'écuries mythiques. Vous avez été aussi artisan des plus grands succès de l'histoire de la Formule 1, président de la Fédération internationale de l'automobile pendant plus de 10 ans. Donc vous avez marqué vraiment l'histoire du sport automobile. Mais au-delà des circuits, vous êtes aussi très engagé dans la sécurité routière, pardon, notamment voilà, en tant qu'envoyé spécial depuis 2015. Voilà, du secrétariat général pardon, de l'ONU. Et puis vous êtes engagé aussi dans le domaine de la santé puisque vous êtes cofondateur de l'Institut du cerveau et d'autres engagements dont on parlera au fur et à mesure de cette interview. Cette trajectoire, si je peux utiliser ce terme, c'est une trajectoire... Terme adapté. Ben, bien sûr, une trajectoire plutôt exceptionnelle puisque ça a été reconnu par le plus haut niveau de l'État français puisque vous êtes aujourd'hui Grand Croix de la Légion d'honneur. Donc pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément la décoration, c'est le plus haut grade en fait dans l'ordre de la Légion Une d'honneur, une dignité. dignité, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a très peu en France aujourd'hui puisqu'on en compte une soixantaine, 70 maximum. Donc c'est pour ça qu'on est d'autant plus heureux de vous rencontrer et de pouvoir parler de votre parcours et on a hâte d'en découvrir davantage. Peut-être qu'on pourrait recommencer au tout début, on va dire, hein, avec une première question qui nous vient, c'est comment justement est née cette passion de l'automobile et du sport automobile, de la compétition dans ce domaine-là? Ben, je dirais naturellement. Mon père était médecin. Je suis né en Auvergne, à Pierrefort, dans le Cantal. Mon père était médecin. euh, et lorsque j'ai eu 3 ans, ma famille s'est déplacée en région parisienne, à Besançon, dans la banlieue ouest, où j'ai passé d'ailleurs mes études secondaires, primaires, secondaires, on est allé un peu plus loin, on était à la Courbevoie, et puis jusqu'à l'âge d'environ 23-24 ans, euh, j'ai habité Besançon dans ma famille, et très vite, d'une manière naturelle, parce que mon père, pour lui, la voiture, c'était vraiment un objet de transport qui lui permettait de se déplacer et d'aller voir ses malades ou de nous amener en vacances. Mais pour moi, la voiture, c'est devenu quelque chose qui m'a fait rêver. Donc, d'abord les voitures, et puis ensuite la compétition automobile. Et certains acteurs de la compétition automobile m'ont également fait rêver, principalement des pilotes comme un pilote de Formule 1, Jim Clark, un Écossais. Il y avait un autre pilote américain que j'adorais qui était Dan Gurney. Et puis, mon but, c'était de devenir un pilote. Et ayant peu de moyens, j'ai été opportuniste dans le bon sens du terme, puisque j'ai pu commencer par faire quelques rallyes. Et puis, rapidement, j'ai acquis une bonne réputation en tant que coéquipier de rallye. Et à un moment donné, j'ai eu des choix à faire. Et finalement, je me suis dit que le parcours de coéquipier de rallye devait me permettre d'apprendre un certain nombre de choses et peut-être un jour me donner l'opportunité de diriger une équipe. Et en quoi consiste d'être copilote de rallye, enfin en tout cas d'être coéquipier quel est le rôle? C'est un peu l'intendant dans la voiture. Hmm. Donc avant le départ du rallye, pendant le rallye, et puis ensuite en fonction du profil du coéquipier, ça peut aussi avoir un rôle au niveau de la discussion des contrats pour le pilote, pour le coéquipier lui-même, dont j'ai participé à en faire un métier, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et puis ensuite, j'ai beaucoup aimé le côté lié à l'organisation, aux détails, à la minutie. Et je me suis dit que
justement, si on était plus, je dirais, plus méticuleux, plus maniaque pour faire les choses, eh bien, on devait arriver à de meilleurs résultats. Et puis, c'est cultivé en moi, j'ai un certain sens de l'organisation, de la leadership également. Et je me suis fixé des objectifs. Et mon objectif, c'était qu'il fallait, au plus tard, à 35 ans, je me donne la possibilité de devenir patron d'une équipe. D'accord. Donc vous avez été sacré champion du monde. Pour revenir sur cette période-là en 1980. Vous pouvez nous reparler un petit peu de ce moment-là, parce qu'après c'est suite à ça que vous avez. Non, enfin c'est pas vraiment suite à ça, mais disons que en fait ce titre de champion du monde, c'était un titre qui était particulièrement émouvant dans la mesure où on l'avait fait avec une toute petite équipe. On n'avait pas beaucoup d'argent. À l'époque, c'était au moment de la fusion Peugeot-Talbot. Et puis on avait une voiture qui était une voiture à l'époque qui s'appelait le Groupe 2, donc c'était pas la voiture la plus performante. Et néanmoins, le patron à l'époque qui était basé en Angleterre, des Odell, gérait deux voitures, la voiture de Henri Toivonen et la voiture de Guy Fréquelin et moi. Et moi, j'ai accompagné Talbot et des Odell pour nous permettre de faire l'ensemble du championnat, parce qu'on avait des moyens extrêmement limités. Donc, je me souviens avoir été à l'origine de notre engagement au rallye d'Argentine, au rallye du Brésil, et des rallyes qui ont été déterminants justement pour l'obtention du titre. Donc, il y a ce côté qui me plaisait justement de l'organisation, d'atteindre des objectifs qui n'étaient pas du tout évidents. C'est quelque chose qui m'a passionné. Et ensuite, on a réussi à convaincre Peugeot, la marque Peugeot, et son président. Le président, c'était Jean Boileau, et le président du groupe PS à l'époque, c'était Jean-Paul Parère. Et je savais que la 205 était une voiture qui était une voiture capitale pour l'avenir du groupe, qui était en difficulté. Et j'ai proposé de présenter simultanément la voiture de série et une voiture de course qui allait être une voiture extrêmement élaborée, avant-gardiste, qui était la 205 Turbo 16. Et puis, le défi a été gagné, puisque avec la 205 a été une voiture qui a sauvé le groupe, et la 205 Turbo 16 a été la voiture qui s'est imposée dans le championnat du monde des rallyes, puisqu'on a commencé en 84. Au bout de 3 rallyes, successivement, on a gagné le rallye des 1000 lacs en Finlande, on a gagné le rallye de San Remo en Italie, et on a gagné le rallye d'Angleterre. Et ça nous a permis ensuite de nous engager dans le championnat du monde des rallyes en 1985. On a été champion du monde, pilote, constructeur. Puis 86, champion du monde également, pilote, constructeur. Malheureusement, ce qui était le groupe B à l'époque a été annulé. Et donc, il a fallu trouver une conversion. Et la conversion, disons, la plus logique, c'était de s'engager dans les rallyes raids, des rallyes comme le Paris-Dakar à l'époque. Et en 87, on a participé au premier Paris-Dakar. Avec Peugeot. Avec Peugeot, 87, 88, 89, 90, et on les a tous gagnés. Donc il a fallu ensuite trouver autre chose, une reconversion dans le sport automobile pour Peugeot. Et on s'est engagé dans le championnat du monde des voitures de sport. Donc la piste, on passait de la route à la piste, ce qui était également une reconversion qui n'était pas du tout évidente. Donc il a fallu transformer l'équipe. Et puis l'objectif, c'est de gagner les 24 heures du Mans. L'épreuve la plus mythique du calendrier des courses d'endurance. Et notre première participation, ça a été en 1991. 1991 où, pour moi, j'ai tout le temps dit, on ne vient pas faire les 24 heures du Mans, on vient faire les 4 heures du Mans. Parce qu'on savait qu'on avait tellement à apprendre qu'on n'aurait pas la fiabilité pour faire 24 heures. Par contre, ça nous a permis de nous préparer pour 92. Et en 92, on a gagné les 24 heures du Mans, on a gagné le championnat du monde des voitures de sport, pilote
et constructeur. Et à ce moment-là, je voulais faire autre chose. Je n'ai pas eu la possibilité de faire autre chose dans le groupe Peugeot. Mais par contre, j'ai eu un certain nombre de propositions, principalement à l'étranger. D'accord. Et la proposition qui était, disons, pour moi, la plus surprenante, mais la plus excitante, c'était Ferrari. Et alors pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte était Ferrari à cette époque-là, pour ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui nous écoutent et qui vous découvrent? Ferrari, c'était un mythe, mais c'était un mythe qui était en mauvais état. Alors c'était quoi les dysfonctionnements, vous pouvez nous dire? Les dysfonctionnements, mais disons que l'équipe, c'était Enzo Ferrari, le fondateur, est mort en 1988. Et donc, la situation n'était pas bonne en matière de résultats. Ferrari ne gagnait plus, puisque le dernier championnat du monde qu'avait gagné Ferrari, c'était en 1979, avec Jody Scheckter. En 1979, on est en 93. Donc il y a une grande attente, dans la mesure où Ferrari en Italie, ou même dans le monde automobile en général, c'est une marque qui fait rêver, c'est une marque qui crée beaucoup d'attentes, beaucoup de passion. Donc tous les tifosi de Ferrari étaient en manque, justement, en manque les voitures, les pilotes, c'est ça? Au niveau de la Formule 1, principalement. Oui, bien sûr. Et donc le challenge, c'était de remonter cette équipe pour redorer son blason et pour de nouveau la rendre victorieuse. Ce qui est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à faire. C'est justement ma prochaine question, c'est comment on arrive dans une écurie aussi mythique. C'est quoi vos premières décisions un peu clés? Comment vous faites pour relancer un peu la machine, si je puis dire? Avant de prendre des décisions, il faut comprendre. Il faut faire un audit, un inventaire de la situation. Donc il fallait faire l'inventaire de la situation, et puis une fois que l'inventaire était fait, eh bien c'est comme quand un médecin va voir un malade. Il faut faire le diagnostic, et une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut faire l'ordonnance et le traitement. C'est quand on fait un changement tout seul, ça ne sert à rien. Il faut qu'un changement soit constructif. Donc faire la part des choses, et puis ensuite recréer complètement une nouvelle équipe qui soit compétitive et solidaire dans les meilleurs moments, mais surtout dans les pires moments. Et donc, petit à petit, rebâtir une équipe en étant ambitieux, pas à titre personnel, mais à titre collectif, et en essayant de m'entourer des meilleurs dans tous les domaines. Et j'avais parlé justement des pilotes exceptionnels. Mais oui, mais les pilotes, c'est ce qui se voit le plus. Vous savez, la qualité d'une organisation, ça se voit au moment où on ouvre une barrière. Ça se voit au niveau, alors maintenant, il n'y a plus tellement d'opérateurs pour répondre au téléphone des standards, mais néanmoins, on le voit aussi à ce niveau-là. La qualité d'accueil. Donc, à tous les niveaux d'organisation d'une entreprise, à tous les stades, eh bien, c'est important de rechercher l'excellence. Et qu'est-ce qui, selon vous, fait la différence entre une bonne équipe et une équipe championne? C'est des résultats. Ça, c'est quelque chose dont on se rend compte très vite. Si une équipe performante, c'est une équipe qui gagne durablement. Durablement. Et alors chez Ferrari, combien de grands prix ont été remportés? Bon, on a gagné plus de 100 grands prix. Je crois qu'on a gagné 14 titres, 6 titres pilotes, 5 avec Michael Schumacher, 1 avec Kimi Räikkönen, 8 titres constructeurs. Donc ça a été la période la plus glorieuse. Et c'est vous qui êtes allé chercher Michael Schumacher, c'est ça? Est-ce que c'était un pari ou c'était une évidence stratégique? Comment ça s'est fait? De penser qu'il fallait l'amener dans l'équipe, ce n'était pas une décision difficile. Ce qui était plus compliqué, c'était de lui faire comprendre qu'il fallait qu'il vienne chez Ferrari. D'accord. Et qu'il fallait qu'il reste chez Ferrari. Et il a compris très vite. Pourquoi c'était le plus difficile? Parce que déjà, avant de venir, il avait été champion du monde en
93 et en 94 et 95. Et donc, il savait qu'il arrivait dans une équipe qui était en pleine reconstruction. Il savait que ça allait prendre du temps, mais il fallait donc qu'il ait confiance dans le programme qui lui était proposé. Et puis ensuite, il fallait s'assurer qu'il ne se découragerait pas pendant que ça ne marcherait pas. Au contraire, qu'il serait solidaire. Et la solidarité, je vous le disais tout à l'heure, la solidarité dans l'échec est capitale. Oui, complètement. J'aimerais qu'on parle un petit peu peut-être de votre rôle à la FIA, à la Fédération internationale de l'automobile, justement, parce que bon, donc vous avez été chez Ferrari pendant combien de temps au moins Entre juillet 93 oui. et avril 2009. Donc pratiquement 16 ans. C'est ce que j'ai. Donc j'ai été d'abord patron de la Formule 1 et ensuite en 2004 j'ai été nommé administrateur délégué de l'ensemble des activités de Ferrari. D'accord. Et après, donc en 2009, vous rejoignez, vous devenez président de la fédération. Et ensuite, je quitte Ferrari en avril et je me présente à l'élection à la présidente de la FIA en octobre 2009. Et donc, c'est une élection. D'accord. Et c'est un mandat de 4 ans, renouvelable 3 fois. D'accord. Donc, j'ai fait 3 mandats de 4 ans, donc de 2009 à 2021, en tant que président de la FIA. Et en 2015, j'ai été nommé par Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, comme envoyé spécial du secrétaire général pour la sécurité routière dans le monde, ce qui est un rôle en fait qu'il a créé pour moi. Et le rôle que j'occupe aujourd'hui, vous le disiez, on est dans mon bureau au Palais des Nations à Genève. Ben on va en parler juste après, mais juste pour revenir sur la FIA, comment on passe d'un rôle de compétiteur, puisqu'on parlait de Ferrari et puis la direction sportive de ces écuries, à celui de régulateur mondial voilà. Alors, donc, comment on passe de compétiteur, en fait, j'étais manager. Manager. J'étais patron de Ferrari. Alors, tout simplement, vous avez dit aussi, vous avez parlé d'engagement tout à l'heure, parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai considéré que j'avais eu une certaine réussite et que ça me donnait le devoir de faire quelque chose pour les autres. Donc, pour les autres, il y avait déjà cette communauté de l'automobile en général. Hein, dans la mesure où ma carrière et ma réputation, elle est principalement liée à ce que j'ai fait dans l'automobile. Donc, qu'est-ce qui gouverne l'ensemble du sport automobile et de la mobilité automobile? C'est à travers la Fédération internationale de l'automobile. Et donc, j'ai considéré que c'était pour moi l'opportunité de faire beaucoup de choses pour le sport, qui m'avait donné beaucoup, et de faire également des choses pour les usagers de la route. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de cette terrible situation sur les routes où tous les ans, 1 200 000 personnes meurent sur les routes dans le monde, 50 millions de personnes sont blessées avec un handicap à vie, que c'est la cause numéro 1 de morts et de blessés pour les jeunes entre 5 et 29 ans. Alors des pays dits développés ont fait beaucoup de choses pour adresser la sécurité routière. Malheureusement, 90% de ces chiffres sont dans les pays en voie de développement, où les véhicules sont vétustes, où il n'y a pas d'infrastructure routière, la qualité des secours est très mauvaise, les transports publics sont pratiquement inexistants. Donc, j'ai pensé que... Et en fait, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Une pandémie endormie ». La route, pour moi, c'est une pandémie dont on ne parle pas suffisamment. Et j'ai pensé que je pouvais apporter une contribution pour réveiller cette pandémie sur les routes. Et donc, en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général
de l'ONU. Quel est votre rôle concrètement de cette mission ici au Palais des Nations? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Mon bureau est au Palais des Nations, par contre mon rôle est à l'extérieur. Bien sûr, à Donc l'international. je voyage, je parcours le monde, je visite environ 40 à 50 pays tous les ans. Vous voyez, vous avez une carte mondiale derrière, et je vais dans les pays où la population est le plus vulnérable sur les routes. D'accord. Et on parle 50% des victimes, ce sont des piétons ou des utilisateurs de deux roues. Dans tous ces pays, je parlais de la pauvreté des transports routiers. Les gens ont des deux roues motorisées qui ont 30, 40 ans. Ils sont 3, 4, 5 dessus, principalement sans casque. Quand ils ont un casque, il n'a pas les normes qu'il faudrait. Donc, vous voyez derrière aussi, j'ai développé avec des producteurs de casques, des casques aux normes UN, ventilés, à bas prix, moins de $20. Donc mon rôle, il est de convaincre les gouvernements, de faire également des règlements. Lorsque vous achetez une deux roues motorisée, vous ne pouvez l'acheter qu'avec deux casques aux normes. Et ça, c'est une révolution. Quand vous achetez une voiture, il y a des ceintures de sécurité qui sont équipées en série. Et bien là, faire en sorte que quand on achète un deux roues motorisé, eh bien, on ne puisse l'acheter qu'avec des casques. Donc ça fait partie justement de mon engagement avec les gouvernements, avec le secteur privé, de manière à ce que des mesures soient prises. On a lancé il y a quelque temps une campagne mondiale avec la société d'affichage numéro 1 au monde, JCDecaux, avec 20 célébrités, et dans 80 pays, 1000 villes, eh bien, nos célébrités influencent pour la ceinture, le casque, la vitesse, la consommation d'alcool, l'utilisation du téléphone. Donc, on a beaucoup d'actions de sensibilisation, justement, pour faire en sorte que le nombre de victimes sur les routes diminue. Parce qu'en France, globalement, le nombre a beaucoup diminué. Absolument. Alors en France, il y a 50 ans, il y avait 18 000 morts sur les routes. L'année dernière, avec 3 fois plus de véhicules, il y a eu 3200 morts, ce qui fait à peu près 5 morts pour 100 000 habitants. Alors pour vous donner une échelle, les pays les plus performants, c'est 2 morts pour 100 000 habitants. La France en a 5. Les pays en voie de développement, les pires, c'est 30. Donc la France a fait d'énormes progrès. Et quelles pourraient être les politiques qui ont permis justement cette diminution? C'est la ceinture, ça, l'éducation peut-être? Éducation, application des lois, qualité des véhicules, qualité des routes, qualité des secours. D'accord. Mais néanmoins, vous savez que pour la France, ça a un coût énorme. Le coût des accidents annuellement pour le gouvernement français, donc pour les Français, c'est 104 milliards d'euros. Donc souvent, quand on parle justement des contraintes budgétaires, des challenges, eh bien, si on divisait par 2 le nombre de victimes en France, ça permettrait d'économiser 52 milliards d'euros. Et dans le monde, donc vous parlez de grandes disparités. À quoi c'est dû justement? Alors on parle de la pauvreté, c'est sûr, de l'éducation, mais comment alors vous voulez mobiliser, enfin vous essayez de mobiliser un peu l'État, les gouvernements pour que ça... C'est déjà comment faire concrètement pour... de leur faire réaliser, parce que souvent on ne se rend pas compte d'une situation quand on a l'habitude. Ça c'est valable pour tout le monde. Mais donc justement, il faut expliquer la tragédie de la situation. Il faut expliquer que les utilisateurs de la route sont extrêmement vulnérables et les dégâts que ça crée. Donc souvent, quand je suis en contact avec un chef d'État et que je lui donne justement ces chiffres, il est étonné. Parce qu'il n'a pas mesuré ce qu'était l'impact du nombre de victimes. Et quels sont les pays où justement il y a le plus grand nombre de victimes? Alors, l'endroit où il y a le plus de victimes, c'est dans beaucoup de pays en Afrique.
D'accord. En Asie, vous avez des pays comme l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, le Bangladesh, le Népal, le Cambodge, le Vietnam, donc la Malaisie, la liste malheureusement elle est très longue. Elle est très longue. Et l'Inde, la Chine, donc tous ces pays ont un challenge énorme face à eux, mais où une différence importante peut être faite justement en adressant proprement ce problème. Et si on revient juste sur le sport automobile, parce que je voudrais faire peut-être un lien par rapport à ce que vous avez pu dire dans certaines interviews, mais est-ce que concrètement on peut dire que le sport automobile peut vraiment servir de laboratoire Absolument. pour améliorer la sécurité et comment? C'est une très bonne remarque. Déjà, vous savez, vous êtes encore jeune, oui. Très jeune, mais il y a quelques décennies, il y avait 3-4 pilotes en Formule 1 qui commençaient la saison et qui ne la terminaient pas. Là, depuis 1994, où il y a eu un week-end tragique à Imola, en Italie, où Ayrton Senna et Roland Ratzenberger sont morts le même week-end, un le samedi, l'autre le dimanche. Donc, entre mai 1994 et aujourd'hui, donc il y a 32 ans, il y a eu un mort, Jules Bianchi. Un mort qui, aujourd'hui, serait là, compte tenu de tous les progrès qui ont été faits depuis. Puis vous avez connu aussi l'ère du groupe B. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément... Là, c'était une autre discipline. Oui, mais c'est vrai que ça fait partie. Donc dans toutes les conditions. catégories de la compétition automobile, des progrès spectaculaires ont été effectués. Et souvent, je me dis, peut-être je vous parlais du développement du casque. Le casque, il a été développé par des experts en compétition automobile. D'accord. Donc ça veut dire qu'on se sert de l'expérience de la compétition automobile pour trouver des solutions. Aujourd'hui, toutes les voitures modernes, et c'est obligatoire. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture en France, il y a ce qui s'appelle un contrôle de stabilité électronique. D'accord. Il y a quelques années, il y avait l'ABS, l'anti-blocage système, de manière à ce que vous ne se bloquez pas en cas de freinage. Là, c'est de manière à ce que votre voiture ne puisse pas déraper, quelles que soient les conditions. ISC, vous ne le saviez même pas que ça existe. Non. Vous voyez ? Donc là, un des problèmes des constructeurs, c'est que souvent maintenant, les voitures bénéficient de nouveaux systèmes de sécurité formidables, mais on ne l'explique pas suffisamment. Donc, il faut mieux l'expliquer. Mais malheureusement, pour en revenir aux pays en voie de développement, eh bien souvent, une voiture qu'on n'a plus le droit d'utiliser en Europe, qu'est-ce qui se passe? La voiture, elle part sur un bateau, sans contrôle technique, elle arrive en Afrique ou elle arrive en Asie, et puis elle est mise sur le marché et elle ne correspond pas aux normes. Donc ça veut dire que ça devient une voiture qui est extrêmement dangereuse et qui rend les usagers vulnérables. Et là, vous parlez du casque, et justement pour revenir sur le laboratoire, justement pour la sécurité routière. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres progrès qu'on a pu analyser sur des circuits automobiles et qui ont été appliqués dans le civil, si je puis dire, sur les voitures? Alors, bien sûr, on peut dire que, vous savez, aujourd'hui, alors là aussi, il faut faire la différence entre les pays développés et les pays en voie de développement. Mais aujourd'hui, pratiquement dans les pays développés, sur les autoroutes, grâce aux éléments de sécurité qui ont été instaurés et à la limitation de vitesse qui est respectée, au radar, eh bien, il n'y a pratiquement plus d'accidents graves sur les autoroutes. Ce qui n'est pas le cas, où évidemment les routes sont en mauvais état, malheureusement, souvent dans les pays en voie de développement. C'est pour ça que 90% du nombre de victimes, c'est dans les pays en voie de développement, et c'est là où la plupart des efforts doivent être faits pour bien adresser cette situation.
Et peut-être qu'on peut parler de vos autres engagements, parce que là on parle de la sécurité routière, de voitures, de circuits, on pourra en revenir parce que j'ai peut-être d'autres questions, mais est-ce que vous pouvez nous évoquer un petit peu, alors on parlait de l'Institut du cerveau, vous me parliez d'autres actions, dans quoi vous êtes engagé au quotidien maintenant, où vous avez pu être engagé en dehors des circuits Non, mais je vous en parle volontiers. En dehors de mon rôle aux Nations Unies, il y a une vingtaine d'années, avec un groupe d'amis, et ça a commencé avec le professeur Gérard Saillant, qui était un chirurgien, chef de service orthopédique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et justement qui est quelqu'un qui a tout le temps été proche de moi dans les moments où on avait besoin de compétences médicales. Eh bien, on a décidé de créer une fondation médicale qui s'appelle l'ICM, l'Institut du cerveau et des moelles épinières, qui est basée sur le site de la Pitié-Salpêtrière, où on a 25 000 mètres carrés, 1000 chercheurs, et qui s'occupe principalement de la recherche de maladies nerveuses dégénératives, donc Alzheimer, ouais. Parkinson, sclérose en plaques. Et aujourd'hui, ça fait partie des centres de recherche les plus performants dans le monde. Donc c'est vrai que je suis très, très content qu'avec un groupe de personnes exceptionnelles, on soit arrivé à faire aboutir ce projet. Je suis engagé, ça c'est un petit peu grâce ou à cause de ma femme, qui a fait un film magnifique qui s'appelle The Lady, dont le directeur était Luc Besson. Et en fait, ce film, c'était sur une partie de la vie d'Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, qui, à l'époque où le film avait été tourné, était ce qui s'appelle Under House Arrest. Donc elle était emprisonnée à la maison. Et ensuite, eh bien, elle a gagné les élections. Elle est devenue le leader du pays jusqu'au moment où les militaires ont repris le pouvoir. Et aujourd'hui, elle est malheureusement en prison. Et elle avait créé une fondation. Et puis, elle avait demandé à ma femme et à moi d'y contribuer. Et puis, aujourd'hui, je me trouve à la tête de cette fondation dans un contexte particulièrement compliqué en Birmanie. Et puis, j'ai le privilège aussi d'être le chairman du conseil d'administration de IPI, International Peace Institute, qui est à New York, dont le directeur général est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est Zaïd Al-Hussein, ancien haut-commissaire aux droits de l'homme. Alors, j'ai souvent, c'est assez étonnant que je puisse être engagé dans des domaines qui sont tellement différents de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je trouve que la vie est faite de nouveaux chapitres et c'est toujours passionnant d'apprendre. Et pour moi, c'est également une leçon d'humilité d'arriver à avoir accès à des domaines ou d'être face à des situations qui sont totalement différentes pour moi, mais qui sont absolument passionnantes. Ben justement, j'aimerais qu'on ouvre un chapitre sur la décoration. Parce qu'on est là aussi pour ça, en tant que décoré de la Légion d'honneur, j'aimerais qu'on parle de ça. Alors, on n'est jamais vraiment à l'aise avec le fait d'être décoré, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'elle représente pour vous au fil du temps par rapport à votre parcours, ce que vous avez vécu. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu Je pourrais qualifier de... c'est vrai, c'est une marque de reconnaissance importante de mon pays. Et ça a commencé, j'étais assez jeune, puisqu'en fait j'ai été nommé chevalier de la Légion d'honneur, j'avais 39 ans. Et à l'époque, c'était à l'époque où on participait justement au championnat du monde des rallyes, où on avait eu beaucoup de succès. Donc c'était la première reconnaissance que mon pays allait m'accorder. Et j'avais été décoré par le président de la République à l'époque, c'était en 1985, c'était François Mitterrand. Et puis ensuite, vous savez, c'est ce qu'on appelle des promotions. Bien sûr. Donc, j'ai eu le privilège d'avoir un certain nombre de promotions qui m'ont amené à la plus haute dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur. Et
Et je vous avoue que pour moi, c'est une responsabilité, mais c'est également une reconnaissance extrêmement gratifiante, dont je suis fier. Est-ce que ça change le regard que vous portez sur vous, sur votre travail, sur ce que vous avez accompli Non, je crois que ça fait plaisir que votre pays reconnaisse un certain nombre de mérites et en ce qui me concerne, au plus haut niveau de l'ordre de la Légion d'honneur, mais ça me donne des responsabilités aussi. Des responsabilités, et peut-être que ça participe à certains engagements dans lesquels je suis impliqué. Généralement, on aime bien dire ça, et c'est un peu le cas, c'est-à-dire que la décoration, ce n'est pas une fin en soi, c'est justement la continuité, enfin voilà, l'engagement que vous allez poursuivre après, une fois que vous êtes décoré. Et ça, je crois que c'est très important. Ouais. Je crois que c'est très important de mériter sa décoration, et puis ensuite de la justifier tous les jours. Exactement. Et à ce stade de votre parcours, parce que vous nous avez raconté tout ce que vous faites et plein de choses encore, mais est-ce qu'il reste des projets ou une cause que vous souhaitez encore porter Des projets, on en a tous les jours. Ouais. Je crois que c'est très important, justement, tant que votre cerveau fonctionne, parce que c'est un grand privilège. Vous savez, parce que malheureusement, vous pouvez être victime d'une maladie et vous ne pouvez rien faire. Donc, ça, il faut... la vie, je dis souvent, c'est un parcours d'obstacles. Certains, vous pouvez les éviter vous-même. Certains, c'est fatal, vous ne pouvez rien faire. Mais tant que la machine fonctionne, ben, il faut la faire marcher. Il faut l'utiliser. Et puis, il faut surtout, je crois que c'est très important aussi, de mesurer le privilège qu'on a et de se rendre compte de cette dispersion qu'il y a entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et ne jamais le perdre de vue. Et quand on a plus que la moyenne, il faut s'assurer de donner à ceux qui ont moins que la moyenne. Et justement, pour terminer peut-être cette interview sur un message à nos jeunes auditeurs qui nous écoutent, quel message vous aimeriez passer à ceux qui rêvent aujourd'hui de transformer leur passion, un peu comme vous, en trajectoire de vie, puisque je réutilise ce terme trajectoire. Est-ce que vous auriez un petit message à leur passer? Mais déjà d'être très engagé, bienveillant, humble, et puis je dis souvent « make impossible possible ». Souvent on dit c'est impossible, rien n'est impossible. Quand il y a la volonté, tout est possible. Et alors, ma dernière question, c'est purement personnel. Bon, je ne regarde pas tellement de Formule 1, mais quand même. Mais à quand un Grand Prix de Formule 1 en France? Quand il y a eu... Vous savez, historiquement, la France a été pratiquement pionnière. Ben oui, mais maintenant... En termes d'organisation. Et là, malheureusement, depuis maintenant quelques années, la France a perdu son Grand Prix. Le Grand Prix qui avait eu lieu à Manicourt, ensuite sur le circuit Paul Ricard au Castellet. Et pour des raisons, ils sont plutôt tristes. La France n'est pas arrivée à recueillir le budget nécessaire. Et peut-être que la volonté n'était pas suffisante, mais tout est possible, on vient de le dire. Voilà, exactement. Écoutez, merci infiniment pour ce moment, pour toutes vos réponses à nos questions. Merci de nous avoir accueillis encore une fois dans votre bureau ici au Palais des Nations. Et puis j'espère à bientôt. Merci à vous. On a essayé de la placer. On avait une petite question, alors ce sera peut-être en off, parce qu'en faisant un peu des recherches... Ma femme, elle est commandeur de la Légion d'honneur. Oui, on avait ça. Ouais, bien sûr. Il faudrait qu'on l'interviewe aussi. Enfin bon, on ne va pas la déranger pour ça. Mais par rapport à l'art, vous avez un lien avec la Fondation... Parce que la Fondation Cartier avait fait une exposition sur Ferrari, etc. Il y a eu deux expositions. Ouais. Il y a eu l'exposition César. Oui.
On a vu ça et on voulait se poser la question un peu avec quelle est les votre... championnes. D'accord. Vous connaissez ça? Et ça, c'est moi qui suis à l'origine de ça. Parce que justement, à l'époque Peugeot, on a un certain nombre de voitures qui ont été gravement accidentées. Et j'y tenais tellement à ces voitures que je me dis, on ne peut pas les laisser partir comment ça s'appelle, à la décharge. Donc j'avais vu César et je lui avais demandé d'en faire des sculptures. D'accord. Ce qu'il a fait, on avait fait ça à l'époque avec le président de la fondation qui est Alain-Dominique Perrin. Et puis c'est devenu Les Championnes. Et il y a eu une exposition qui s'appelle Les Championnes. Oui, c'est ce qu'on avait vu. Ouais. Et puis, par contre, j'ai pas été à l'origine ni directement impliqué par. J'avais été un peu intermédiaire avec l'exposition Ferrari. Vient de sortir un nouveau livre d'ailleurs, Ah oui. la Fondation Cartier, sur l'exposition Ferrari.